très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans ce flash d'information. Le gouvernement du Mali, à travers son porte-parole, Abdoul Karim Konaté, ministre du Commerce, a tenu son traditionnel point de presse ce jeudi 6 juillet à la cité administrative. Objectif, faire le compte-rendu du dernier conseil des ministres. Amadoune Diallo, Ibrahim Koulibaly. À l'occasion, deux autres ministres étaient concernés pour faire le développement de l'actualité au Mali. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop et le ministre des Droits de l'Homme et de la réforme de l'État Kassoum Tapo. Ce dernier s'est prononcé sur l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle sur le référendum. Selon lui, la Cour a relevé un certain nombre d'insuffisances dans le nouveau projet. Effectivement, comme vous le savez, le référendum qui était prévu pour le 9 juillet a été renvoyé en raison du recours en inconstitutionnalité dont avait été saisie la Cour constitutionnelle par certains parlementaires. La Cour a donc vidé sa saisine en déclarant la loi conforme à la Constitution sous certaines réserves. Effectivement, la Cour, d'abord en examinant le recours de l'opposition qui était basé sur 5 moyens, en a rejeté 2 et retenu 3. La Cour a rejeté effectivement les 2 moyens essentiels qui étaient à l'appui de la requête de l'opposition, à savoir l'article 118 de la Constitution que tout le monde connaît maintenant et qui dit qu'il ne peut pas y avoir de révision lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité territoriale, et ensuite l'article 145 de la Constitution qui prévoit que le multipartisme, la forme républicaine et la laïcité ne peuvent pas faire l'objet de révision. C'est que le contraire avait prétendu l'opposition. Donc la Cour, en ce qui concerne l'article 118, a fait une argumentation remarquable. L'avis était très succinct. On sait que la Cour avait déjà donné son avis là-dessus. Mais là, elle a argumenté. En analysant les 2 tentatives de révision qui ont eu lieu sous la Troisième République en 2000 et en 2011, ensuite les événements de mars 2012 et puis l'accord d'Alger. Quant à Abdoulaye Diop, il a fait le point sur le sommet extraordinaire du G5 Sahel tenu à Bamako le 2 juillet dernier. Pour lui, ce sommet est un départ pour l'opérationnalisation de la force conjointe de près de 5000 hommes dans le cadre de la lutte contre les terroristes et les narcotrafiquants. Essentiellement, ce dont il était question à Bamako, c'était vraiment de marquer le coup et de faire en sorte que vraiment ce sommet extraordinaire puisse constituer le départ pour l'opérationnalisation de la force conjointe. Parce que depuis un certain temps, nous parlons de la force conjointe. Le 6 février, le sommet du G5 Sahel qui s'est tenu à Bamako, à travers sa résolution numéro 1, les chefs d'État ont décidé de mettre en place une force conjointe de près de 5000 hommes, dont le mandat est essentiellement de lutter contre le groupe terroriste, de lutter contre les trafiquants de drogue et les trafiquants d'êtres humains. Donc à partir de cet instant, les chefs d'État ont demandé que nous puissions avoir un mandat de l'Union africaine pour avoir la légitimité au plan continental et s'assurer que ce que nous sommes en train de faire est bien conforme à nos engagements par rapport à l'Union africaine qui a ce qu'on appelle l'architecture africaine de paix et de sécurité qui prévoit un certain nombre de dispositifs dont la force africaine en attente et un certain nombre de dispositifs. Donc il fallait s'assurer que du point de vue continental, nous étions en ordre. Et ils avaient demandé aussi qu'après l'Union africaine, il nous fallait avoir un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. À partir de cet instant, je crois que ce qui était important, c'est que la France a montré son engagement. Ils sont présents sur le terrain à travers Barkhane, mais en plus de ça, ils ont décidé vraiment au plan politique d'être aux côtés des pays du G5 Sahel. Sur le plan militaire et opérationnel, ils ont décidé aussi d'engager des ressources importantes en termes d'équipement, en termes de formation, en termes de partage de renseignements, en termes de coordination opérationnelle avec la force Barkhane qui est déjà sur le terrain, en engageant près de 8 millions d'euros pour cette année. Rappelons que ce point de presse est une initiative du gouvernement dans le souci de mieux édifier la population malienne sur les actions du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta.
L'Association malienne des distributeurs et importateurs de poissons, AMDI, a organisé ce vendredi 7 juillet une séance d'information sur les difficultés liées aux taxes sur les importations au niveau de la douane. Le but est d'informer les consommateurs et d'interpeller les autorités sur cette situation que l'AMDI estime préoccupante. Abdul Karim Sako, Baba Keïta. Selon les organisateurs de cette rencontre, les prix sur les taxes d'importation des poissons au niveau de la douane ont connu une augmentation dont ils n'ont pas été informés sur les raisons. Ils estiment que les clients se plaignent de cette situation. Vous savez, on a un problème au niveau de la douane. Avant, on faisait rentrer nos produits. Les camions remorques, on les faisait rentrer à 3 millions 200, à 1 million 900. Aujourd'hui, ils l'ont ramené à 3 millions 200. Les camions 10 tonnes, on les faisait rentrer à 1 million 050 000 francs. Aujourd'hui, ils l'ont ramené à 1 million 750 000 francs. C'est à cause de cette hausse-là qu'on a voulu organiser aujourd'hui une séance pour prouver notre mécontentement. Le lundi passé, ils ont fait sortir une note, soi-disant tous les camions en provenance du Sénégal, que ce soit un produit sénégalais ou un produit étranger, qui soit pris aux mêmes taxes que les autres produits. Un produit qui vient du Sénégal, ou un produit qui vient de la Chine, ou un produit qui vient du Maroc, que ce soit taxé au même prix. Or, le Mali fait partie d'une organisation qu'on appelle IEMOA. Il y a les chartes de l'IEMOA, il y a les conventions entre les États. Donc, avant, si les camions venaient de la zone IEMOA, c'est-à-dire que, par exemple comme le Sénégal, ils taxaient les 25 tonnes à 1 million 900. Aujourd'hui, de 1 million 900, ils se retrouvent à 3 millions 200. Maintenant, avant, ils importaient les 15 tonnes à 1 million 50 000. Aujourd'hui, de 1 million 50 000 sont à 1 million 750 000. Vraiment des augmentations aussi exorbitantes. Sur les commerçants, ça répercute sur les détaillants, les revendeurs. Chaque fois qu'on monte un peu les prix au niveau de la vente, les clients se plaignent. Ils se plaignent du fait que les prix augmentent de jour en jour. Au fait, ce n'est pas de notre faute. Nous sommes des opérateurs, on amène, on revend. Les vendeurs de poissons, grossistes et détaillants sont donc sortis massivement pour lancer un cri d'alarme aux autorités pour demander une baisse des prix sur les taxes d'importation. La page inter de ce jour, en bref et en images, c'est une compilation signée Amadou Kamara. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité africaine et internationale. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté jeudi une réforme du code électoral pour éviter des lenteurs dans le vote en raison d'une pléthore de listes aux législatives du 30 juillet, une modification dénoncée par des opposants. La campagne électorale s'ouvre samedi pour ce scrutin législatif auquel doivent participer au nombre record de 47 listes contre 24 en 2012. Le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo a défendu jeudi devant les députés une modification de la disposition imposant à chaque électeur de prendre la totalité des bulletins de vote avant de se rendre à l'isoloir pour choisir celui qu'il déposera dans l'urne. Le nouveau texte permet à l'électeur de prendre au minimum 5 bulletins de vote. Il doit prochainement être validé par le président Macky Sall. Les participants de cette modification vont valoir que le nombre élevé de listes risque de ralentir le scrutin qui pourrait se prolonger au-delà des heures légales de 8h à 18h locales. 14 civils ont été tués par erreur mercredi 5 juillet par des militaires nigériens dans un village situé à la frontière entre le Niger et le Nigeria, non loin du lac Tchad, une zone sensible où sévit Boko Haram. Les victimes, toutes des réfugiés, auraient été prises par des djihadistes. Selon le secrétaire général du gouvernorat de Difa, il faut compter parmi les victimes 12 Nigérians et 2 Nigériens. Ces 14 personnes venues semer du poivron sur les rives de la rivière Komadougou, qui sert de frontière entre le Niger et le Nigeria, ont été prises pour cible par une patrouille de la gendarmerie d'une commune de Bozo. Les militaires ont pris le groupe pour des éléments de Boko Haram. Selon des sources sécuritaires, les autorités régionales de Difa ont exploité des renseignements faisant état d'un regroupement de Boko Haram dans la partie nigérienne du village d'Abadam. C'est ainsi que 2 détachements des forces de défense et de sécurité ont été dépêchés sur les lieux. Et ce sont les gendarmes qui
sont arrivés les premiers dans le village. Ayant aperçu les gendarmes et pris de panique, les paysans qui se reposaient sous des arbres ont alors pris la fuite en direction de la partie nigériane du village. Les gendarmes ont alors ouvert le feu. En Égypte, 26 soldats ont été tués ou blessés vendredi dans une vague d'attaques, dont des attentats à la voiture piégée contre plusieurs barrages dans le nord du Sinaï, a indiqué l'armée dans un communiqué. Elle a affirmé avoir tué 40 des assaillants lors des affrontements avec des combattants extrémistes dans la région où sévit la branche égyptienne du groupe État islamique. Des ambulances ont été dépêchées sur les lieux des attaques au sud de la localité d'Arafat, proche de la frontière avec la bande de Gaza. Depuis que l'armée a destitué en 2013 le président Mohamed Morsi, issu des frères musulmans, des groupes extrémistes ont multiplié des attentats visant les militaires et les policiers, tuant des centaines d'entre eux, principalement de la péninsule du Sinaï. Enfin, au Ouganda, Amnesty International dénonce un climat de peur avant la présidentielle. Les attaques répétées depuis 20 ans contre l'opposition, les médias et les défenseurs des droits de l'homme ont créé un climat de peur à l'approche de la présidentielle du 4 août. L'organisation de défense des droits de l'homme publie un rapport intitulé « Ouganda, un pays en proie à des attaques, des actes de répression et des homicides depuis 20 ans, va élire son nouveau président ». Ce rapport de 30 pages détaille plusieurs cas d'atteinte à la liberté d'expression et de répression à l'encontre des journalistes, d'hommes politiques et de défenseurs des droits humains. Depuis 1995, l'année suivante, la prise du pouvoir par le Front patriotique ougandais de l'actuel président Paul Kagame, l'Amnesty exhorte l'État à prévenir le harcèlement visant les candidats de l'opposition et leurs sympathisants avec le scrutin d'août et à entreprendre des réformes ambitieuses qui élargiront l'espace politique avant. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Cherif La Télévision. Bonsoir.